Le 19 et 20 mai, le Salon du livre anarchiste sera de retour pour une 13e année. Le vendredi 18 mai à 20h, c'est le cabaret d'ouverture à l'Alizé. Un spectacle avec une tonne d'artistes invités. Venez entendre le hip-hop de Webster et Monkey, le slam de Frank Poole, le folk des Sophilanthropes et le rock de Mise en demeure et Action Sédition. C'est le vendredi 18 mai prochain. Pour plus d'informations, www.salonanarchiste.ca. Choc FM vous invite à son gala de reconnaissance annuel qui se déroule le 6 mai prochain aux Catacombes. C'est dans la partie gala qui débute à 19h30 que nous allons souligner le talent des animateurs qui se sont démarqués au cours de l'année. L'événement sera des plus festifs puisque nous pourrons voir sur les platines Éric Bertrand de l'émission Vive le Rock, DJ Creole Soldier de Lumière Reggae, DJ Manifest de Hip Hop Non-Stop et DJ Paul Charpentier de Mutation. La partie spectacle débute dès 21h. Le billet est au coût de 5$ en pré-vente, disponible à la station, et 7$ à la porte. Le gala de reconnaissance annuel de Choc FM est en collaboration avec Boréal et l'évêque Barefoot. C'est donc un rendez-vous aux Catacombes, 1635 boulevard Saint-Laurent, coin Ontario et Saint-Laurent, à 2 pas de l'UQAM. On vous attend! Hey! Lumière Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque 3e samedi du mois au bar L'Alizé, 900 Ontario Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance sound system. Seulement 4$ à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous l'attendiez avec impatience? Et oui, le Poudza Fest est de retour pour une 2e année les 18, 19 et 20 mai prochains, toujours au centre-ville de Montréal. La programmation de cette 2e édition est des plus impressionnantes avec maintenant 6 salles et 173 groupes, dont Lagwagon, Poison Idea, Less Than Jake, Hot Water Music, The Lawrence Arms, Bouncing Souls, Voodoo Glow Skulls et plus encore. Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de 3 jours ou vos billets, visitez lepoudzafest.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Journée internationale de Star Wars, c'est décidéré! Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? C'est ça, Nicolas? Oui. Parce que c'est May the Fourth be with you. C'est ça, Judith? Je t'ai pas écouté, j'étais en train de Ça parler avait de mon été voyage. commencé par les fans. Ouais. Par les fans? Et ça a été officialisé par le merchandising. La journée Ouais. Star Wars, c'est ça? Ouais, parce que le 4 mai, fait que là, ça fait May the 4th. Le May the 4th be with you. Ça fait vraiment geek. Ouais, ça fait vraiment geek. Ouais. On savait que ça ferait réagir Judith beaucoup. Mais bon, comment qu'elle va? Elle va bien, elle va bien. Ben oui, tu disais que tu revenais de vacances. Oui. Peux-tu nous De raconter vacances ça? peu reposantes. En entier? Ouais. Ben, en même temps on va faire ça la journée où je vais vous présenter mes 350 photos. Ben, vas-tu les mettre sur la page Facebook de Décideret? Oui, Ils absolument. vont être là? Oui, toutes. Les vacances de Judith. Même ceux-là qui sont flous. Ouais. OK. T'es allé où, donc? En Tunisie, tu me dis? Ben, pas trop loin. J'ai été à Paris. Ah, OK. Puis, c'était-tu le fun? Oui, c'était le fun. Ouais, j'étais allé il y a 2 ans. On pourra en parler éventuellement. Mais je pense que ça vaudrait plus la peine de parler du voyage de Nicolas à Paris, qui n'a pas vraiment été à Paris, qui a été à Euro Disney et qui a beaucoup de photos avec des oreilles de Mickey Mouse. Ben, c'était magnifique, Euro Disney. Euro Disney, dont la plupart des attractions étaient fermées pour rénovation parce que c'était en mars. Ouais. Donc, j'ai pas pu aller dans les montagnes russes d'Indiana Jones. Grosse déception. Il y avait, par contre, le vieux... voyons, comment on appelle ça? Les simulateurs avec les sièges qui bougent, là? Comme il y a à la ronde? Ouais, comme Hydroïde ou... Ouais, comme l'affaire de Bob l'éponge à la ronde, là, genre.
De Bob l'éponge, non? L'affaire de dinosaures, là, l'île de dinosaures. Ouais, ça valait pas les 3 heures cas, d'attente qu'on faisait. Il y avait la vieille originale de Star Wars. OK. Vraiment la vieille des années 80. Là. Ça grinçait. Mais c'est bon. Mais on l'a fait 3 fois. C'est bon parce que ça fait une boucle avec le début de l'émission. Ouais, on peut reprendre on peut prendre la terminer là, dans le fond. On peut finir l'émission, il reste quoi, 55 minutes? Mais non, on a plein d'affaires fascinantes pour vous. Fait que je vous ai reposé. Et va nous offrir de bonne radio. D'abord, on commençait par des petites nouvelles brèves. J'avais des nouvelles brèves sur le chien dans The Artist, Yugi. T'avais pas promis que t'en reparlerais plus mais pour cette année? Écoutez, je t'ai supposé plus en parler, mais vous devriez voir la photo qu'il y a devant moi. Il y a un petit chapeau melon, puis un petit nœud papillon. Il y a souvent un petit nœud papillon jaune. Puis là, c'est ça, il va finalement... on s'entend qu'il y a une vie assez mouvementée. Yugi, peu importe comment tu dis ça. Et il va écrire ses mémoires. Ses mémoires de chien. Ses mémoires, ben oui. Fait que c'est ça. La maison d'édition a déclaré avec beaucoup d'humour que le livre serait une chance pour Yugi de se confier sa vérité sur ses rôles, ses tournages, les artistes qu'il a fréquentés, de George Clooney à Jessica Simpson, en passant par l'amour de sa vie, Reese Witherspoon. Mais il ne se taira pas non plus sur ses démons, son passé notamment de tueur de chats. Il a pas dit qu'il y avait de l'humour au début de la film? Oui, il y avait ça, fallait prendre ça avec humour, ça. OK. Le pire, c'est que je suis vraiment persuadé que ça va être meilleur que les mémoires de Michel Richard. Là. Je sais pas, je l'ai vu l'autre jour à Denis Lévesque en parler. Je suis rendu à la page 47. Je le lis parfois le soir à Marianne. J'aimerais ça le lire. Étienne Forêt, tu me le prêter. C'est très difficile. Ouais. Vous vous rappelez les comptes rendus de primaire, là? Qu'est-ce que vous avez fait cette fin de semaine? Là? Ouais. Mettons, j'aime regarder la télé, point. Ouais. Mon papa fait pas à manger, depuis point. La nuit Ma des maman temps. fait à manger, point. Ouais. C'est comme ça, ouais. Littéralement. Ouais, ça doit être un peu exigeant. Je sais pas comment Gignac a fait pour mettre son nom là-dessus. Je voyais Denis Lévesque défendre son amitié avec Guy Cloutier. C'était intéressant. C'était un peu gênant, quand même. Bon, des photos d'elle avec Guy Cloutier, puis expliquer que c'est un bon gars, Guy. Fait que vous l'aurez appris de la bouche de Michel. Fait que qui croire maintenant? Fait que Yugi, c'est ça. Hein, que je sais pas si on va s'il va raconter la fois où est-ce qu'il qu'est-ce que les chiens font, donc? Ben, justement, la fois où il a eu peur de l'aspirateur. Les chiens hurlent à la lune, parfois. Ouais. Et j'aurais une petite nouvelle brève, tu peux de faire une parenthèse avec ce pont magnifique. Ouais. C'est que on va avoir droit au périgée de lune cette fin de semaine. OK. C'est-à-dire la communément appelée Supermoon. Parce que on est dans son orbite elliptique. Elle a une orbite elliptique. Oui. Mon Dieu, je viens de comprendre. Ah non, une orbite, ça n'a pas rapport. Comme le film. Oui. Donc, la Lune est à son plus proche de la Terre. C'est pas aussi proche que la dernière qu'on avait eue en mars 2011, là où est-ce qu'elle était quand même encore plus proche. Je pense que c'était presque 400 km encore plus proche qu'elle va l'être en fin de semaine. Mais quand même, donc, si le ciel se dégage, je vous invite à aller regarder la Lune, qui devrait être quand même 14% plus grosse et 30% plus lumineuse. Ah, je te dis que la Lune 14% plus grosse, ça va paraître pas mal, ça. Oui. Ouais, il n'y aura pas 14% plus de désastres, de choses comme ça. Tout ça, c'est du folklore. Ça n'est basé sur rien du tout. Alors, la vie de Yugi en librairie bientôt. On continue avec... excusez-moi. On continue avec Samuel L. Jackson, qui joue dans le film The Avengers, qui prend l'affiche aujourd'hui. Film très attendu, film qui, à mon humble avis, va faire le deuxième plus gros succès au box-office de l'année, derrière le nouveau Batman, et devant The Hunger Games, qui va être le troisième, c'est ma prédiction. Et le film est très très bien reçu par la critique, en fait. Il y a présentement 93% sur Rotten Tomatoes. Pour un blockbuster, c'est très élevé, là. Je veux dire, c'est genre... c'est des chiffres de Monsieur Lazare, là, un peu. Oui. Mais pourtant, 93%, ça veut dire par définition que certaines personnes ne l'ont pas aimé. Puis quand tu dis que 93% des gens l'ont aimé, tu devrais t'en foutre que certaines personnes ne l'ont pas aimé, mais pas Samuel L. Jackson, qui lui considère que tout le monde devrait aimer le film. Alors lui, il est tellement fâché par la critique négative du gars du New York Times... qui a tweeté à ses 1 million de suiveurs Avengers fans, New York Times critic A.O. Scott needs a new job. Let's him actually find one. Something that he can actually do. Fait que c'est ça, c'était mon anglais. C'est la critique du New York Times. De toute façon, il peut bien ne pas aimer le film. C'est ça. Puis fait que lui, il a pas. C'était quoi le job qu'il aurait pu faire? On le sait pas, mais les fans des Avengers doivent en trouver une.
Mais finalement, le tweet de Jackson n'a pas été très bien reçu sur la twittosphère, étant donné qu'il a eu l'air plutôt d'un gros bébé gâté que d'un qui est pas capable de prendre la critique de quelqu'un. Fait que le gars du New York Times lui a répondu sur Twitter, un critique a droit à son opinion, c'est pas parce qu'un film fait plein d'argent que c'est nécessairement un bon film. C'est à quoi Samuel Jackson lui a répondu, parfois oui. Actually, sometimes. Argumentaire. Ouais. Puis il répond finalement à tous les tweets négatifs par rapport à ça. Là, est-ce que tu as essayé de faire un tweet négatif par rapport à ça pour te faire répondre? J'aurais aimé ça, mais je sais pas comment Twitter fonctionne. Encore une fois, j'ai un peu misère à le suivre, mais c'est ça. Puis finalement, les critiques sur Twitter continuent à bâcher Samuel Jackson, disant que c'est un pays libre puis qu'on a le droit d'avoir une opinion négative des Avengers. J'aurais pensé qu'après Snake on a plein, les critiques négatives, tout ça, ça lui coulait comme sur le dos d'un canard. Faut croire que non, ou bien le fait de jouer dans 8 films par année depuis 20 ans. Ouais. Je sais pas, mais... Non, Samuel Jackson l'a pris bien personnel. C'est dit que c'est pas suffisant que le film va faire 1 milliard au box-office, puis qu'il y a 93% des gens qui l'aiment. Ça, il dit non, je vais manger tout le gâteau. En plus, il y a presque parité entre les fans et les critiques, ce qui est assez rare. Quand on regarde les critiques, souvent les fans, ce qu'ils aiment, les critiques n'aiment pas ça. Et puis ce que les... Ben, si on regarde par exemple Transformers 3 l'an passé qui a fait 1,1 milliard mondialement, ben il y avait 14% de bonnes critiques sur Rotten Tomatoes. Fait que, non, mais même, il y a un pourcentage pour les user critiques. Là. Ah, non, c'est ça. C'est ça que je compare. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Fait que t'as une petite chronique pour nous, Nicolas, cette semaine? T'as fait une réponse à la... Samuel Jackson. Ouais, un peu. Ben là, Nick, t'as une opinion différente de la mienne? Quand si oui, t'as tort. Parle plus fort, j'ai raison. Oui. Ouais, vas-y fort. En fait, c'était une petite suite, mais je voulais juste terminer sur la Super Pas c'est Lune. Ah, oui. Parce qu'il y a un potentiel de fascinique là-dedans. Si Guillaume peut me faire mon thème un jour. Sur le fait que, vous savez, quand on regarde la Lune à l'horizon, elle semble énorme, gigantesque, comparée à quand on la regarde dans le ciel. Bon, il y a plusieurs personnes qui ont leur théorie. Avec nos yeux d'enfant, c'est ça que tu veux dire? Non, toujours. Là, quand on regarde la Lune qui se lève, ou qu'on appelle parfois le Blood Moon, parce qu'elle est rougeâtre. Oui. Elle semble vraiment gigantesque comparée à dans le ciel. Et puis, il y a plusieurs explication folklorique de cela, c'est-à-dire que comparée à des buildings, elle a l'air grosse, mais une fois dans le ciel, il n'y a aucun objet pour la comparer, blablabla. Est-ce que c'est une fausse lune? Non, mais finalement, j'apprends que sur le site de la NASA, que même les astronomes et les psychologues n'arrivent pas à comprendre ce phénomène encore. Donc, il n'y a pas d'explication. Quel phénomène? Le phénomène que la Lune soit vraiment gigantesque quand elle se lève et puis que nous sommes d'une grosseur normale une fois dans le ciel. Non, justement, elle est à la même distance à chaque moment. Ah bah, je comprends pas de bord. Je pensais peut-être que c'était l'interaction avec l'atmosphère ou des choses comme ça, mais ils savent pas, non? Ils savent pas encore. Donc, je vous rappelle, demain et après-demain, regardez la Lune quand elle sera à l'horizon. Oui, puis écrivez-nous sur notre page Facebook pour nous faire part de vos impressions de la Lune 13% plus grosse. Parce que c'est quand même impressionnant. Puis la Lune, maintenant 13% plus grande. La seule déception là-dedans, c'est que ça survient en même temps qu'il y a une une douche de météorites. Ouais. OK. Une pluie de météorites en fin de semaine. Et puis ça va être obscurci parce que la Lune va être trop claire en fait. Là, je comprends bien, il va y avoir des météorites. Mais ça va nous apparaître comme plusieurs petites étoiles filantes. Ah bon, faut faire un vœu. Oui. Là, tu nous dis qu'il n'y a pas de magie là-dedans, là. Ce que je vous dis, c'est que probablement qu'on le verra pas à cause de la magie de la Lune énorme. Donc, moi, en fait, je voulais faire un petit pont sur ma chronique de la semaine passée où est-ce que j'avais parlé des personnages riches fictifs versus les personnages riches... Ouais, ta liste ridicule qui comprenait pas réels. Hein? Donc... les gens, ouais. Genre Picsou contre Trump, c'est ça? Picsou n'était pas dans la liste, justement. Ouais, puis j'ai parlé vraiment longtemps de ça. D'ailleurs, Julien, j'ai trouvé une ancienne liste de Forbes. J'ai réécouté l'émission, dans laquelle je n'insiste pas trop sur Picsou, je parle de ça sans arrêt en 10 minutes. Ben justement, Picsou était dans le top des plus riches. Bon, gars, tu vois. Et non pas son arch-enemy. Mais j'imagine qu'il s'est passé quelque chose dans l'année 2012 qui a fait qu'il l'a dépassé financièrement. Il s'est passé quelque chose dans le monde de Picsou? Oui. Mon Dieu, ben faut le mettre à jour. Ben oui, c'est un monde en constante évolution. Et je salue l'être cher qui fait pour gagner sa vie du sous-titrage pour malentendants et que tout le monde a sa job sur cette semaine des épisodes de la bande à Picsou.
Des vieux épisodes? Ben, des épisodes, là, oui. Tout le monde est sur la bande à Picsou. Ouais, fait qu'elle-même... téléphone à l'heure du lunch. Ben oui, fait qu'elle-même a soustrait 2 épisodes de la bande à Picsou. Fait que, c'est ça, tout concorde, hein? Ah, je sens l'excitation dans tes yeux. Ben, pour elle, c'est ça. Puis là, même, elle a mis, en fait, à sa job, quand t'aimes une émission, tu peux mettre un bonhomme sourire pour qu'il t'en redonne, et vice-versa, un bonhomme pas content pour pas qu'il t'en redonne. Puis elle a mis un bonhomme sourire juste pour qu'on ait comme de quoi à jaser à la maison. Ah, c'est beau. C'est la débat. Puis effectivement, tu sais, je parle de la bande à Picsou. Fait que là, vous pouvez parler des intrigues et... Ben, elle dit que c'est, en tout cas, elle a dit que son poche, puis que c'est poche, mais je sais pas. Je partage pas cette opinion-là. C'est probablement comme les amis ratons que seul toi... Je l'ai écouté cette semaine à 1h30 du matin. Puis ça aussi, elle disait que c'était poche. Puis c'est un peu où Cyril Riptus tombait en amour. Ah, c'était... Non, elle était moyen, celle-là, mais continue. Celle-là était moyen. Ouais, mais généralement, c'est bon. OK, donc, pour faire suite à ça, en fait, ce que j'avais trouvé déprimant, c'est que les personnages fictifs étaient, à part Smaug, le dragon dans The Hobbit, qui était beaucoup plus riche que la moyenne, tous les autres étaient, en somme, moins riches que dans le top des réels, des hommes d'affaires réels. Je me suis dit, peut-être que si j'allais chercher les compagnies fictives, que là, on irait vraiment dans le cinglé. Là. Donc, j'ai fait une petite liste. Umbrella Chronicle. J'ai été chercher des listes. C'est ça. J'ai été chercher la liste de fortune pour les compagnies les plus profitables réelles. Et encore une fois, sur Forbes, qui s'amuse à faire des listes fictives. Ouais, beaucoup de listes. Les 25 plus... en fait, ici, c'est Largest Fictional Companies. C'est une liste des meilleures listes. Et puis, j'ai le revenu en 2007. OK. C'est passé là déjà un peu, mais... Oui, mais on peut se faire une idée. Alors, la première compagnie, c'est Shawam, dans Dune. OK. Là, ça, c'est elle qui est la plus loin, là. 1,7 trilliard. Là, c'est quoi le chiffre en anglais? Trillion. Ça, c'est billiard, ça, je pense. Ah, billiard. Ouais. 1,7 billiard de dollars. Qu'est-ce que vous pensez qui est en deuxième position? Picsou. Ah. Cyril Rictus? Non, Acme Corp. Ouais, c'est Acme bon, ça. Corp, On les voit jamais. Partout. Oui, parce qu'ils vendent tellement de produits à cette petite coyote-là. Beaucoup dans le club. 3,48 milliards Ils ont de tout dollars. le marché Comment dans ils le font club. pour savoir ces chiffres-là? Ils les évaluent selon des algorithmes. Quoi? Ils analysent les dessins de mythes de Bugs Bunny, puis ils disent, ouais. Il y a Mom Corp en 4e position dans Futurama. Dans Futurama, Ben déjà, lui, on peut mieux un peu voir c'est quoi, tu sais, on voit qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils... Oui, mais même à ça. Ouais, il y a c'est Rich Industry. Ça, c'est un nom riche. De Richie Rich. Et Richie Rich. Mais Richie Rich, justement, lui... 163 milliards de dollars. Eh, bye-bye. Bon, on peut voir... les détails de ça. Ouais, ça prend des détails. Parce que là, le film a juste fait 35 millions au box-office. Ouais, avec Macaulay Culkin. Bon, le film de Richie Rich qu'on oublie trop souvent. Et tu avais parlé d'Umbrella Corp, elle est là aussi avec 22,6 milliards de dollars. Ah, puis tout ce que ça a fait, c'est faire des zombies partout sur la Terre. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas la compagnie dans Alien. C'est étrange, hein? Weyland Yutani Corporation, qui est quand même une compagnie minière multitrilliardaire, selon mes évaluations. Il y a aussi, tu seras content, Julien, il y a Spacely Space Sprockets. Ça, c'est quoi, dans les Jetsons? Dans les Jetsons. Ah oui, les Jetsons, le film, mon film culte. 1,3 milliard de dollars. Ah ouais. Et puis là, quand on compare avec les compagnies réelles, là, c'est un petit peu dur de faire des comparaisons parce que j'ai pas réussi à trouver de listes de valeurs. J'ai trouvé des listes de profits. OK. Donc, si une compagnie, mettons ExxonMobil, qui est en première position, qui fait 30 milliards de dollars de profit par année. Ouais. Je sais pas si ça équivaut à plus que, admettons, Shoam dans Dune qui a 1,7 billiard de dollars. Ben, ils n'ont pas réussi à trouver d'algorithme juste pour... non, c'est ça, j'arrive pas à comparer. Une chance, c'est ils utilisent la même... c'est tout en dollars américains, sinon ça serait complexe. Une chance, il faudrait que tu utilises un convertisseur de devise. Il y en avait un en pesos. L'autre en dirham. Ouais. Mais oui, quand même, c'est quand même... c'est terrifiant quand on voit ça. C'est vraiment... Terrifiant, vous dites? Ben c'est des profits. C'est pas du revenu là, que là, il faut que tu enlèves tout l'argent que ça a coûté faire fonctionner la compagnie, tout ça. Comptabilité 101 avec Nicolas. Oui. AT&T a fait 19 milliards de profits. AT&T, ça, c'est le méchant dans Star Wars. De profits, ouais.
Ça fait effectivement des AT-AT. Ben ouais. Ben, c'est la journée Star Wars. Microsoft, 18 milliards de dollars. Tu vois, je pensais que c'était le numéro 1. Mais... Walmart, 16 milliards. JP Morgan and Chase & Co., une des banques dont on était tellement content de leur beau travail durant la crise, a fait encore 17 milliards de dollars de profit. Ouais. Puis là, ça se comparait comment, donc, avec les affaires fictives? Ça se compare pas, c'est encore plus déprimant. Ça se compare, bon, ça y est. C'est ça mon point, encore une fois. C'est que les compagnies réelles font plus d'argent que les compagnies fictives. Ben, ils en font ridiculement beaucoup, puis c'est déprimant. Faudrait vraiment là, qu'un de nous écrive vraiment une super histoire avec une grosse banque fictive dirigée par un canard fictif, puis que là, lui, il y a des millions de milliards. Là. Oui, mais tu sais, un autre mot, là, comme des zillions. Zillions, je suis plus surpris de quel chiffre, là, mais... Mais donc, c'est ça. Puis j'avais juste une petite liste aussi sur les personnages les plus pauvres, fictionnels, mais ça, c'est pas intéressant, finalement. Parce que heureusement que t'en as parlé, d'abord. C'est ceux à qui on s'attend, là. Oliver Twist, Charlie Chaplin dans la rue vers l'art. Ouais, mais ça, c'est juste pauvre. C'était pas endetté. Il doit en avoir qui sont méga endettés. C'est ça, c'est encore une fois, j'ai l'impression que c'est pas... Qui est endetté sur le bord du suicide, là, qu'il n'y a pas d'avenue, là. Tu sais, Aladdin. Aladdin, ils sont juste c'est un à zéro. va-nu-pied. C'est un va-nu-pied, oui, mais à la fin, il est riche. À la fin, c'est ça, il est super riche. Déjà, il y a un singe. Là, un singe, il donne pas au magasin. Ça te fait réfléchir, ça. Ouais. C'est ça pour toi, Julien, des choses qui s'achètent pas dans la vie. Un singe. Un singe. Tu sais que t'achètes ça, un singe. Tu le droit d'avoir un singe? Comment ça fonctionne? Il y a Bubble et Johnny dans The Wire. Ça, sont assez pauvres. Là. J'ai pas écouté The Wire. Dans l'autre qu'on connaît, là. Mais encore une fois, dans la vraie vie, ça serait plus épeurant. Charlie Bucket, là, qui gagne quand même... Il a quand même l'argent de s'acheter des barres de chocolat, je m'excuse. Ah ouais, Charlie Bucket. Ouais, ben là, mais c'est un enfant. C'est sûr que par rapport à Richie Rich, je comprends, mais... Mais encore une fois, la réalité est plus déprimante. Il y a des gens qui sont tellement endettés qui se suicident. Puis... les gens, les pauvres réels sont bien plus pauvres que les pauvres fictifs. Je veux dire, on pourrait écrire comme genre un canard qui a vraiment comme des milliards de dollars de dettes. Supposons, mais qui continue à être de bonne humeur pareil. T'as-tu déjà vu... j'étais à moins 1000 milliards! Quoi? Je fais tout est correct. J'ai vu Pygmalion de Bernard Shaw. Hein? Non. Il y a Courtney Flower Girl de Bernard Shaw, Pygmalion, un film en noir et blanc. C'est quoi tu parles? Oui. Et puis là-dedans, c'est une madame qui vend des fleurs dans les rues de Londres, mais pour être très pauvre, là, comme la petite fille aux allumettes. OK. Mais il y a vraiment bon, l'histoire. Oui. Et puis là, c'est un film en noir et blanc. C'est un professeur riche qui fait un pari qui pourrait la transformer en une classy lady. OK. Ben, ça vous rappelle pas des films d'adolescents avec Freddie Prinze Jr.? On a volé les idées des films d'adolescents dans les films d'années 30, tu veux dire? Ou bien même Dirty Dancing. Ouais. Non, Dirty Dancing, il n'y a pas de pari en jeu. Là. Ben oui, il y a un pari en jeu. Il faut qu'elle... Il n'y a pas de pari? Ben oui, il faut qu'elle réussisse à danser à la fin. Elle prend la place de l'autre, là. Oui, mais il n'y a pas de pari en jeu. C'est un pichou au début, puis là, elle se met à danser, puis elle devient belle. Il y a beaucoup d'histoires que c'est ça, hein? Il n'y a pas de pari là-dedans. Ça, il n'y a pas de pari. Mais il n'y a personne qui a parié, qui a dit « Ah, je te parie $2 qu'elle ne sera pas capable. » Moi, je te parie, Josette, que tu n'es pas capable de changer Nicolas de pichou à beau bonhomme. Là, ça nous prend un montage ici. Ouais, we need a montage. Le dernier, je trouverais, c'est le monstre dans la poubelle de Sesame Street. Ben, il est pas pauvre. Le monstre vert. Ben, il vit dans une poubelle. Ben oui, mais il aime ça. Nicolas, plus tu fais ta chronique, plus tu deviens mou puis déprimé. Ça avance. Et où ta belle énergie du début? Parce qu'à chaque chronique que je fais, je me sens coupable de ne pas encore travailler sur le daltonisme pour Francis Lapalme. Le pire, c'est qu'il le réclame sur la page Facebook, puis c'est très rare qu'on nous réclame quoi que ce soit. Ben, je veux j'ai l'impression que je veux faire un exercice de mauvaise foi pour mon autre sauce 5 plus tard pour vraiment le vivre. Là, la semaine passée, Nicolas, là, t'as dit 2 fois plutôt qu'une que t'allais parler de la mauvaise foi cette semaine. Justement. Ah, pardon. On va continuer en musique. C'est mon cue, ça. Avec Ren Mass qui reprend Mon violon de Jésus les filles à des si et des rêves. Et bonjour, ici France Castel. Et Michel Barrette. Il m'a demandé comment on faisait le party des 70. Des si et des rêves. Des si et des rêves.
Salut, ici Guillaume Lepage, puis quand je suis pas en train de lire sur mes cartons, moi j'écoute des si et des ré. Oh yeah! Oh yeah! Hein, oui, en m'endormant hier, je chantais ma chanson, puis ça aide pas à s'endormir le soir. Moi, ma job, moi et Comme mon on collègue, dit, on la donc. chantait aussi. Ah oui? Ben, l'autre d'avant. Ta-ta-ta-ta-ta. Chantait ça. Ouais, restait dans la tête. Ouais. Ben, elle aussi. Non, mais les deux sont les deux bonnes. restent dans la tête. Oui. Bon, hey, Ouais. je disais, je ris pas, Hey! je ris pas de ces tunes. Très territorial. T'as 2 bonnes tunes égales, Judith. Merci. Merci. Ben, c'est à Guillaume aussi qu'il faut dire merci. Ah oui, c'est vrai, c'est Ouais. pas toi qui les C'est pas écris. moi qui les écris. Non, on n'a pas donné beaucoup de directives, en fait. Mais bon, merci, Guillaume. Ah, ben, moi, je vais vous parler de quelque chose. Je pense que Nicolas, tu vas aimer ça, mon sujet aujourd'hui. Vous vous souvenez que j'ai un intérêt envers les amitiés étranges, hein, peut-être? Mhm. Alors, Bon. on en est la preuve. Oui, ben oui, effectivement. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amitié qui unissait Harry Houdini et M. Arthur Conan Doyle. Est-ce que Oui. vous saviez que c'était des bons amis? Oui. Oui, Nicolas, tu le savais? Tu sais tout ça déjà? Moi, Nicolas, il lit Ok, Sherlock bon, il est Holmes. blasé hein. déjà. Ben, c'est parce et- que j'ai découvert Sherlock Holmes très tardivement et puis Ah. j'ai voulu tout savoir sur ce Sherlock. Casser les Conan oreilles Doyle. avec Sherlock Holmes. Il y a Ok. même un film sur leur amitié, je pense. Ah oui? C'est-tu le film À chaque Sherlock fois, Holmes? c'est ça. À chaque fois que je fais une chronique, il y a un film là-dessus que je connais pas. Ben là, je pense que pas mal toutes les amitiés célèbres vont devenir un film à un moment ou à un autre. Ah non, Seulement. c'est ça, c'est un livre en fait. Oui, il y a un livre. C'est Un livre basé sur le Il y a film? un livre que j'ai découvert. Mais tu l'as pas lu. C'est comme J'ai ça. ben, j'ai pas lu. Là. Est-ce Ouais. que tu lis des Ça livres pour faire tes s'appelle, chroniques? Non, imagine. Je lis même pas, tu lis même Non, pas les je- pages Wikipédia au complet. 221 Non, Baker Street, je pense que ça s'appelle. Non, mais il y a vraiment un livre qui est comme La merveilleuse amitié mystérieuse. Ah, de je sais ok. pas Non, quoi, moi, c'était là, un truc de fiction sur lequel il y avait un ordre secret. Ah non, mais il y a vraiment un livre qui est sorti, je pense, l'année dernière. Puis d'ailleurs, je compte le lire, Julien, mais je n'ai pas eu Ouais. le temps J'en doute pas. dans le but de faire cette chronique. Mais oui, il y a un livre qui existe sur leur amitié. Puis, en fait, ben, c'est un peu étrange parce qu'ils ont il y avait des caractères opposés, hein, Houdini puis Conan Doyle. Il y en a un, c'est un magicien. Comment? Il y en a un, c'est un magicien. Oui, ben Houdini, vous le savez, donc c'est un prestidigitateur très connu. Il faisait des trucs comme en 1918, il a fait disparaître un éléphant adulte de l'hippodrome de New York. Oh, oh, oh. Alors, il s'échappait de boîtes ou d'enchaîner au fond de... Mais comment il faisait ça, Judith? Ça, c'est pour ma prochaine chronique. OK, On parfait. va J'en ai décrire oui, ça complètement oui. la prochaine fois. Mais ça reste, même, il y a certains de ces tours qui, même aujourd'hui, restent sont mystères. difficiles à expliquer. Puis il n'y avait pas tendance à expliquer beaucoup ces trucs. Ce qui a fait que Conan Doyle était absolument convaincu que Houdini avait des pouvoirs magiques. Surnaturel. Surnaturels, Pourtant, oui, il c'est ça. est- Puis qui- c'est parce que Conan Doyle était très, très versé dans la spiritualité. Ah. Le spiritisme. Oui, puis le spiritisme, pardon. Et c'est pas la même chose. Je fais des traductions comme toi, des showers de, des showers de spiritualité. Des douches de météorites. Oui, la panique dans tes yeux, Nicolas. là. C'est quoi en français? Puis, bon, c'est ça, mais donc, Houdini, il s'objectait, hein, au fait, il disait non, j'ai pas de pouvoir magique, mais Conan Doyle persistait quand même à croire que malgré son refus, il y avait des... Je trouve ça étonnant, le gars qui écrit les aventures du plus grand détective. Ben, effectivement, parce que c'est ça, c'était l'homme logique ultime, hein, Sherlock Ben, Holmes. me semble. Oui. Bon. Il faisait de la coke. Oui, c'est Sherlock Holmes qui faisait de Oui. la coke, c'était Conan. C'était les deux, hein, je entre pense, des ouais. enquêtes. C'était pour s'occuper. Oui. Puis c'est qu'en fait, Conan Doyle, il a développé un intérêt pour le spiritisme parce que son frère et dans le fond, après le décès de son frère et de son fils aîné qui est mort pendant la Première Guerre, puis éventuellement, c'est devenu l'obsession de sa vie. Puis donc, vers la fin de sa vie, il n'y avait absolument aucun penchant vers le scepticisme. Hein. Là, à un moment donné, il croyait aux photos de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vieilles photos de fées qui étaient truquées. Oui, Ça, oui. c'était bien la Non, mode à j'ai cette pas vu ça, époque-là. moi. Ouais. Conan Doyle croyait dur comme fer que c'était vrai. Il parlait de l'écriture, du pouvoir de l'écriture automatique, les photos d'esprit. Ouais, Puis ouais. d'ectoplasme. Puis vers la fin de sa vie, il publiait des livres du guide spirituel de sa femme. Houdini, par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, lui, c'était vraiment le sceptique suprême.
Puis, il a été très, très connu à cause de ses activités qui ressemblaient un peu à comme Mythbuster. Donc, il défaisait... Oui, c'était un peu comme les Mythbusters de cette époque-là, des années 20. Donc, il défaisait les mythes qui étaient très, très répandus à cette époque-là à propos du spiritisme, effectivement. Puis il faisait exploser à la fin. Il y avait moins d'explosions dans ce temps-là. Ouais, c'était plate. Il y a la Première Guerre mondiale. En fait, c'est que Houdini, il est né en 1974 à Budapest. Puis il a débuté sa carrière, il a appris en faisant ce qu'il appelait des shows, des spectacles de médecine. Mais dans le fond, c'est des freak shows qui faisaient de la tournée à cette époque-là. Puis bon, ses collègues de travail, c'était des contorsionnistes, toutes sortes de freaks. Puis c'est qu'à un moment donné, éventuellement, quand il y a eu une vague de spiritisme, c'est qu'ils se sont recyclés là-dedans. Donc, ils ont recyclé leur talent de scène, de freak show, pour faire des spectacles de spiritisme. Puis donc, en fait, c'est Houdini, lui, sa mère était décédée. Puis à cause de ça, malgré son scepticisme, il aurait bien aimé croire en la vie après la mort. Donc, c'est de cet intérêt-là, si vous vous souvenez, donc Conan Doyle, lui, c'est son fils qui était récemment décédé. Puis à partir de là, ils se sont unis, puis ils ont commencé à partager un intérêt mutuel pour la vie après la mort. Puis donc, il faisait des séances pour essayer de contacter les esprits. Puis bon, Conan Doyle, c'est qu'il espérait que Houdini, avec ses pouvoirs merveilleux, allait l'aider dans cette quête-là. Mais à cause le plus grand détective avec le plus grand magicien. Oui, c'est ça. Mais à cause de justement tout ce qu'il y avait, les collègues qui avaient côtoyé, ben ça le rendait naturellement très, très... ça lui rendait toute l'idée du spiritisme très, très antipathique. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est que Houdini travaillait pour Scientific American, donc un magazine qui existe encore aujourd'hui. C'était un des rédacteurs en chef pour Scientific American. Houdini. Oui, Houdini. Il a publié, à leur demande de Scientific American, un grand exposé un livre très, très long qui défaisait vraiment tous les mythes un par un. Il ne pas dans Pouf? Hein? Dans Pouf? Pouf. La revue de magie dans Arrested Development. En Spoof. Ouais. Alors, sur un appel, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Oui, allô? Oui, allô? Oui, c'est Maxime? Oui. Ça va? Ben oui. Ben oui, je suis en train de parler de Houdini. Je peux rappeler plus tard. Ben, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Pas grand-chose, là, en fait. Je vais rappeler tantôt, c'est correct? On dirait qu'il voulait nous parler de course d'auto. Ouais, on dirait que t'as recommencé à arrêter de boire, toi, là. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on te voit plus. OK, ben, gars, Maxime, rappelle dans 10 minutes. Parfait, OK. Bye. Salut. Vas-y, Judith. OK, puis donc, c'est ça. Dans son livre, il défaisait complètement toutes les modus operandi des cracheurs de feu, de ceux qui défiaient les reptiles venimeux et des autruches humaines. J'avoue que ceux-là, je les connais moins. Mais les fameuses autruches humaines, non, après ce livre-là, ça ne passait plus. Puis bon, déjà, ça, Conan Doyle, il était pas... ça y a pas plu du tout, la publication de ça. Mais ce qui a vraiment achevé de clouer le cercueil, c'est l'enquête qu'il a faite sur Marjorie Crandon, qui était une blonde de Boston, la femme d'un socialite qui... socialite? Socialite en français? Ça se dit en français? OK, bon. Qui apparemment performait souvent nu et qui aurait sécrété Julien a levé la tête tout à coup, sécrété de l'ectoplasme de son vagin. Tu connais ça, Nicolas? J'en ai connu une comme ça, moi. Bon. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que Scientific American, duquel, rappelons-nous, Conan Doyle était un des rédacteurs en chef, Houdini, tu veux dire? Houdini, pardon. Donc, il offrait 5 000 $ pour de l'ectoplasme vaginal? Ben non, ça aurait été brillant, mais non, juste pour... Si quelqu'un réussissait à leur prouver qu'il y avait réellement des dons, surnaturels, ils recevaient 5 000 $. Puis bon, ce qui est arrivé, c'est que pendant plusieurs années, ils ont simplement réussi à défaire des mythes, puis jusqu'à ce que Madame Marjorie Crandon se présente devant le jury.
Et puis, l'autre rédacteur en chef, c'était M. Malcolm Bird. De quoi? Elle a vraiment eu le 5 000 $? Attends, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait sa performance. Donc, j'ai pas eu les détails de la performance, mais apparemment, elle aurait fait sa performance. Puis, le jury était complètement séduit dans tous les sens du terme, apparemment par son physique et son charme qui aurait beaucoup aidé. Puis, M. Bird, qui apparemment peut-être couchait avec Madame ectoplasme dans le vagin. Ah ouais, un lubrifiant naturel. Il tenait absolument à y donner 5 000 $. Selon lui, c'était ça tenait vraiment la route. Puis là, Houdini a dit, ben là, un instant, messieurs, ça se passera pas comme ça. Je pense que vous voyez pas clair. Puis il a tenu vraiment à observer le tour en détail. Et lui, il a trouvé l'affaire. Il a trouvé comment le tour était fait. Puis donc, il a exposé ça au jury. Malcolm Bird était absolument outré. Ça a fait une méga chicane. Apparemment que ça a fini, ça c'est dans la légende, on ne sait pas si c'est réel, là, mais apparemment que ça aurait fini même en bataille, carrément physique, entre les deux rédacteurs du Scientific American, M. Bird et Houdini. On se battait plus dans ce temps-là. Oui. Puis, ça s'est terminé, qu'ils n'ont pas donné 5 000 $, puis le comité a été dissolu. Puis après ça, Conan Doyle était extrêmement fâché, puis ça s'est terminé dans une bataille, un et l'autre qui attaquaient l'autre dans les journaux, qui a été public, puis l'amitié a été également dissolue à ce moment-là. Non. Oui. Puis on se souvient comment il est mort, Houdini? C'est un peu débattu, parce qu'apparemment, ça serait un étudiant de McGill qui aurait donné un coup de poing dans le ventre, parce que Houdini soutenait on pouvait le frapper puis qu'il ne sentait pas la douleur puis qu'il était résistant à la douleur. Puis sur scène, il demandait à quelqu'un... au pied de la lettre. Pardon? Non, c'était dans sa loge. Oui, c'est ça, mais c'est parce que sur scène, en fait, il demandait à quelqu'un de lui donner un coup de poing dans le ventre, sauf qu'il se préparait, il contractait ses muscles, etc. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que l'étudiant de McGill serait arrivé dans sa loge, il aurait demandé si c'était vrai, puis il aurait simplement... sauter dessus sans avertissement puis donner plusieurs coups de poing au ventre. Ouais. Puis après ça, Houdini, ça serait plein de maux de ventre. Sauf que ce qui est débattu, c'est parce qu'il est mort d'une rupture de l'appendice. Puis, c'est qu'il y avait des maux de ventre avant ça. Donc là, c'est débattu à savoir s'il est simplement mort d'une appendicite ou si ça a été causé par le coup ou bon. On n'aurait peut-être pas tué Houdini, donc. Peut-être pas, non. OK, d'accord. C'est à peu près la seule chose pourquoi McGill est célèbre, mais peut-être que c'est pas fondé. Ouais. Bye-bye! Les directeurs sont encore gênés de ça. Ben bon, merci Judith. Bienvenue. Une autre amitié célèbre démystifiée? Oui. C'est pour ça qu'on t'invite. Donc on continue avec Silver d'Apple et Ravale ta saison, qui est une reprise de Le Monde dans le Feu, à décider. Bonjour, nous sommes Flipper et Skippy. Nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui pour écouter des si et des ré. Nous sommes lesbiennes. Ensemble. Fucked it up. Shake a
Bonjour, ici Claude Poirier. Il est criminel de ne pas écouter des si et des lettres, du scat. Oh, puis une petite seconde de silence là. Salut Nicolas, ça va? Oui. Oui, fait que tu avais un petit quelque chose pour nous, tu me disais. Ben, je vais faire ça juste en attendant que Maxime nous appelle et nous parle de son retour sur la caravane. Ah, je sais pas de quoi il va parler, mais on dirait qu'il a encore arrêté de boire, j'ai ça. C'était en fait encore une fois, sur des apparences parfois trompeuses. Ben là, c'était une petite liste, parce que je suis devenu fou sur les listes. Des acteurs qui ont l'air de rien dans les films et qui en fait sont presque des génies académiques. OK. Donc, Julien, le premier, je suis sûr que tu le connais parce que c'est toi qui m'en avais parlé la première fois que j'en avais entendu parler. C'était celui qui a vraiment pas l'air d'un académique, mais qui est excessivement intelligent puis qui a plusieurs... C'est moi qui t'ai parlé de ça? Oui. Eh ben ouais. C'est un certain Dolph Lundgren. Ah oui, c'est vrai. Qui, ben oui, je pense qu'il y a 2 maîtrises, il parle 8 langues. 4, dans E-Man, l'excellent E-Man. Ben oui, il joue juste dans des navets. Dans Punisher aussi. Ouais. En fait, c'est ça, il y a une espèce de don pour les langues. Il parle effectivement un nombre ridicule de langues. Et puis, je crois que c'est 8, mais en tout cas, quelque chose entre 7 et 9. Ben, il y a un master degree et il y a une maîtrise à l'université de Sydney. Il a fini au top de sa classe. Ouais. Puis en même temps, il travaillait comme bonne sœur en Australie. Il y avait une maîtrise à l'université de Sydney. Il a même eu son premier degré, c'était en ingénierie chimique en Suède, Royal Institute de technologie. Puis il a même étudié à MIT. Ah oui. Massachusetts je suis toujours impressionné les gens qui Institute of Technology qui est très très difficile à rentrer, puis il y a vraiment c'est pas mal la top école c'est la top école en ingénierie ou en choses de recherche comme ça, beaucoup de choses. Ouais. Et puis mais ça, il avait abandonné son MIT parce qu'il s'était mis à dater Grace Jones. Jones, qu'on se rappelle dans Dangereusement Vôtre. Elle faisait la tigresse. Ouais, la tigresse? Ça, c'est une raison pour abandonner des études à MIT? Oui, c'est qu'elle l'avait engagé comme bodyguard et puis il a fini par sortir avec. Elle l'amenait avec lui à New York. Ah. Mais c'est drôle parce que tu sais. Les chagages qui sont plus ensemble aujourd'hui. Il était bonne sœur, il était bodyguard, mais en même temps, il faisait des très hautes études dans des domaines excessivement difficiles. Donc, selon leur échelle, ils donnent un 1 voulant dire intelligence Snooki et un 10 pour... Snooki comme dans Jersey Shore? Oui, un 10 pour professeur de collège. Dolph s'est mérité un 8. Ah, quand même. On en avait d'autres, en attendant que Maxime appelle. Mais je pense qu'il ne nous écoute pas, fait que même si OK. Ça, ouais. C'est d'être subtil. Ouais, c'est ça. En attendant que... Non, vas-y. Faut que... moi, en attendant, je peux vous parler d'un... Mais t'en as pas d'autres? Non, mais... Oui, c'est parce que c'est... Non, mais pas que je veux pas que tu parles de ce que tu voulais parler, mais... C'est pas rapide. Celle-là, je la connais pas, par exemple. Heidi Lamar, qui faisait une titilleuse, une femme fatale dans un film 1933, un film tchèque qui s'appelait Ecstasy. OK. Elle, je la connais pas, mais elle aussi, elle a fait de nombreuses études. Elle a même eu une manière durant la Deuxième Guerre, elle a fait, comment qu'on dit, patenter... Comment qu'on dit patenter? Un brevet. Breveter une sorte pour encrypter des messages qui s'appelle le frequency hopping. Okay. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que le fruit de ce savoir-ça n'a pas encore été complètement utilisé avant les années 60. Puis là, maintenant, c'est encore utilisé dans certaines compagnies de télécommunications. Donc, elle était une petite génie. Mais malheureusement, on ne connaît pas le film, donc c'est un peu plus difficile d'apprécier. Okay. De quoi tu voulais te parler, toi, Judith? Mais, non, il y en a un autre intéressant, par exemple. Je ne sais pas si vous vous rappeliez à le film avec... Comment ça va, Bob? Ouais. Oui, ben oui. Moi quand j'étais jeune... ma soeur puis moi, on se faisait des cassettes audio de films, puis on les écoutait en allant se coucher. On avait fait une cassette audio de la trame. Avec Richard Dreyfuss, on se rappelle. Oui. Le petit garçon. Richard Dreyfuss, c'est un génie. Le petit garçon qui avait peur de nager. Oui, de nager. Il s'appelle Charlie Corsmo. Eh bien, lui aussi, c'est un petit génie. Ah. Après cette carrière d'enfant acteur, il a eu un baccalauréat en physique au MIT, rien de moins. Ensuite, il y a eu plusieurs années de travail plusieurs travails au gouvernement fédéral.
Ensuite... Mais là, quand est-ce qu'il prend de la drogue? C'est un enfant acteur, là? Non, aucune drogue. Après ça, il y a eu il a passé son école à Yale, en loi, Il a passé son en barreau? droit, ouais, Ouais. en droit à Yale, rien de moins. Et puis, il continue. Il a été même honoré par le président Obama. OK, quand même. Avec un poste dans son Est-ce administration. que le président Obama il a donné son poste puis l'a honoré à cause de comment ça va, Bob? Oui, I was a great fan of that movie. Ben, pas de problème, monsieur Obama. Il y a James Wood, on s'y attendait pas, mais James Wood. Oui, James Wood, Ben, cet lui, acteur si intense. Ben oui. Qui lui aussi... Qu'on voit nu dans le film de Cronenberg. Oui, lui aussi a été à MIT en sciences politiques. Mais il n'est pas parti à MIT, par exemple, parce qu'il a tout de suite été commencé sa carrière d'acteur après qu'il y ait il y avait un manager de théâtre local qui l'avait beaucoup inspiré à aller là-dedans, qui s'appelait Tim Affleck, le père de Ben Affleck. Ah non! J'allais faire la blague, c'est Non, même pas drôle, c'est vrai. Non, Et ensuite, ça peut être drôle puis vrai. Qui ressemble un peu à James Wood, on a Peter Weller, qu'on se rappelle comme Alex Murphy dans Robocop. Ouais. Lui aussi était quand même... Surtout que là, il commençait à avoir moins de rôles passé les années 80 et début 90. Les temps étaient plus difficiles. Donc, lui, il a pris plusieurs classes à Syracuse, en Florence, Italie, et s'est découvert une passion pour l'histoire. Et puis, il a continué jusqu'au doctorat à UCLA. Puis, il va avoir bientôt un PhD aussi en art, en histoire de l'art, avec une spécialisation dans la Renaissance italienne. Donc, une belle fin pour M. Murphy. Il est pas mort, là. Et puis... Murphy, c'est son personnage. Après ça, on avait la jeune Bette Midler dans Beaches, Mayim Bialik. Dans Beach? Qui est aussi l'adolescente dans Blossom. Et qu'on voit couramment dans Big Bang Theory. On voit à plusieurs reprises à l'intérieur. Ben, elle a déjà un PhD en neurosciences. Ouais. Et dans son rôle de comme petite amie de Sheldon, elle est effectivement en psychologie neurosciences. Mais elle a véritablement un doctorat là-dedans. Et ce qui m'amène à... Ça c'était le préambule. La ça? suivante, Danica McKellar, qu'on se rappelle, qui était la petite amie de cœur dans Les années coup de cœur. Oui. Qu'on a tous eu un petit crush dessus quand on était petit. Non, moi c'était le père d'un Jetson. Mais elle aussi, qu'on retrouve... Fred Savage, je me tournais... Ouais. En fait, elle aussi, on la retrouve dans Big Bang Theory. Et puis elle aussi... on a un appel. Désolé, Nick. Elle aussi, elle a continué à UCLA. En quoi? En mathématiques. Ah, quand même. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Maxime? Oui? Ça va? Ben oui, est-ce que je vous dérange? Non, c'est la chronique à Nicolas, c'est parfait. Ah, OK. Non, il parlait des... Oui, vas-y. Je voulais vous parler, je sais pas si vous avez vu ça hier. Le monde dans la rue, c'était tout nu. Oui, c'est vrai. Il y avait le violon gay, d'ailleurs. Hey, j'ai trouvé ça assez drôle, là. Ouais, c'est drôle. Je regardais ça sur, tu sais, Internet, là. Ouais. Là, je voyais le monde en sous-vêtements, les faux fun à l'air. Ouais, c'est vrai. Ben oui, puis là, au début, je trouvais ça bien drôle. Puis là, un moment donné, je me suis mis à penser aux enfants. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'ils voyaient ça. Tu pensais aux enfants tout nus ou... Non, les enfants qui voyaient le monde tout nu dans la rue. Ah, OK. T'aurais aimé ça, cet enfant-là, toi? Non, à partir de là, j'ai plus trouvé ça drôle. Ouais, parce que c'est vrai que ça peut être des images fortes, là, ça, après ça, il peut y avoir des éveils sexuels. Ouais. Ben, c'est ça. Puis là, tu sais, moi, je veux pas nommer les parties du corps, là, qu'on a pu voir là-bas, là. Mais, tu sais... le violon gay. Il était là pour vrai? Les chaussettes? Oui, il était là. Oui, les bobettes. Il était là. Il y a des photos qui circulent sur Cyberpresse. Est-ce qu'il était nu? Non, justement, lui était habillé. Fait que ça fait une drôle d'image un peu où est Charlie. Parce que il est vrai, tu sais, il est là, puis il est quand même clairement là. On le voit bien, là, mais en même temps... On le voit sur Cyberpresse. Ouais, Cyberpresse. Je te dis, allez voir ça sur Cyberpresse, les photos de la parade gay hier. Là. Et on voit le violon gay. Il y a le violon gay, il est là, puis lui, il est habillé. Mais ce qui est une drôle d'ironie, parce qu'il n'y a pas grand chance de croiser quelqu'un avec une chemise blanc cassée. Ben, c'est ça, c'est bizarre. Ouais, ben oui. Eh boy, puis en plus, il y avait du mulet à manger là-bas. Oui, il y en avait. Mulet frisé, il y en avait généreusement, oui. Ouais. Ben, en tout cas, c'était un peu pour ça que j'appelais, là, donner mon opinion sur ça. Oui. Parce que là, je pense me partir un blog.
Ah oui, c'est... Sur mes opinions, sur la boisson. OK. C'est sur que t'as arrêté de boire ou c'est sur... Ouais, puis sur la course automobile aussi. Mais t'avais pas recommencé à boire la semaine passée? Ouais, mais tu sais comment est-ce que c'est, hein? Ouais, mais t'es plus le fun quand tu bois, Maxime. Ben, c'est parce que j'ai vu le dernier clip d'Éric Lapointe, puis ça m'a donné envie de commencer à boire. On l'a tous vu. Ah, ben oui, c'est compréhensible. Oui, Aux îles turquoises? Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien le plan où il se pogne la poche. Moi, j'aime celui où il pointe la caméra. Ouais, il y a vraiment Là, il y a un printemps érable des vidéoclips québécois, je trouve, hein? Oui, on met le paquet. Ben, c'est parce que... Puis on se le pogne aussi dans le vidéoclip. Ouais. C'est qu'avant, il y avait le clip de Paul Piché, il y a quelques mois, avec le pire green screen de l'histoire du green screen. Mais là, oui, il est bon. On appelle ça faire un Paul Piché maintenant. Ouais, quoi? Marie-Hélène Thibert. Puis là, Marie-Hélène Thibert... J'ai beaucoup vu ça sur Facebook, mais j'ai pas osé le regarder. Marie-Hélène Thibert, un clip de 7 minutes et demie, dans lequel, au début, les 3 premières minutes, elle récite de la poésie. Mais oui, je savais pas qu'elle faisait de la poésie. Non, on le savait tout pas, hein, puis finalement, elle ressemble à Ozzy Osbourne, un peu, dans le clip. Je me demandais, Nicolas, tu parlais de quoi dans ta chronique? Je parlais des acteurs qui étaient des grands académiciens, sans savoir, sans que nous le sachions. Des grands chercheurs ou des universitaires, des doctorants, Ils jouent dans des films poches, mais dans le fond, ils sont intelligents. Ouais. Bon, ben, je pense que je vais raccrocher d'abord. Attends, Maxime, j'en avais un bel exemple ça là, comme le dernier. ton intérêt, ça, non? Il y avait Ken Jeong, qu'on se rappelle dans The Hangover ou encore dans Community. Ouais, on se souvient de lui. Eh bien, lui, finalement, il a fait plusieurs années à l'université prestigieuse de Duke. Et il a une maîtrise pour une des plus grandes écoles de médecine. Oh mon Dieu! Il a même fait sa résidence de médecine dans un hôpital de Nouvelle-Orléans. Et puis c'est là qu'il a commencé à travailler dans la comédie. Ah ben. Je savais que ça t'intéresserait. Ouais. Ah ben. Là, tu vas le regarder d'une autre manière quand il fait le pitre, ce Ken Jeong. Ben oui. Bon. Merci beaucoup. Je vais vous laisser continuer votre belle émission. Parce que là, j'ai un sandwich là, qui s'en va dans le four à Panini. Bon, ben c'est bien parfait, là. Mets-toi pas le pied là-dedans. Merci, Maxime. Ben, je vous remercie. Salut. Salut, ben, on commence à boire, là. Alors, c'était Maxos le Gervoïde, notre fidèle complice. J'ai pas vu le clip de Rick Lapointe, mais ça me donne envie. Ah, ben, il circule pas mal sur Facebook. Marie-Hélène Thibert, ça l'a fait surface à plusieurs directions. Je comprenais pas. Je l'ai posté sur mon mur dernièrement parce qu'il y a un gars qui me ressemble vraiment beaucoup à 2 minutes 40 dans le vidéoclip. Moi, c'est rare que je regarde des trucs qui sont postés sur Facebook. Mais là, il va falloir que je me mette. Honnêtement, justement, moi-même, je l'avais pas regardé. Puis à un moment donné, quand tu vois qu'il y en a comme 6 qui l'ont posté, tu te dis, bon, ok, peut-être qu'il y a une raison pour ça. Ben, moi, écoutez, j'avais peut-être un petit entretien avec Gilles Duceppe. Ah oui. Parce que, il était déjà venu nous voir avant. Ouais, il revient, il est là. Il est ici parmi nous, il rentre vraiment dans le studio. Ben, on se souvient que M. Jean-Guy Moreau est mort il y a quelques jours, un célèbre imitateur, puis pour le célébrer à RDI, il avait reçu d'autres imitateurs. Il avait reçu André-Philippe Gagnon, qu'il l'a jamais rencontré. Donc, il l'a rencontré 2 fois, en tout cas. Puis, comment il s'appelle? J'oublie son nom, celui qui joue il fait le rôle principal dans La Vigueur, là. Celui qui fait le papa à La Vigueur. Oui. Ouais, ben, lui, c'est un imitateur. Bon, je suis dans le niaiseux, j'ai oublié son nom. Fait que là, c'était vraiment, je trouvais qu'il y avait une célébration des imitateurs un peu. Fait que pour fêter ça, de notre côté aussi, ben, on reçoit le vrai Gilles Duceppe. Ah, puis c'est un imitateur à ses moments, je pense. Gilles Duceppe? Oui. Ben, il m'imite bien. ça pourrait être intéressant, ça, comme entrevue. Julien qui interviewe Duceppe qui imite Bernatchez. Fait qu'il n'a pas pratiqué sa voix du tout, on va ça. Alors, bonjour, M. Duceppe. Salut les capotés. Monsieur Duceppe, vous êtes jusqu'à présent resté silencieux sur la grève étudiante. On aimerait savoir votre opinion. Eh ben, écoutez, je regardais la jeunesse marcher dans les rues hier, comme l'a mentionné Maxime, et ça m'a un peu attristé, voyez-vous. Ben, comment ça, Monsieur Duceppe? C'est que j'ai cru remarquer que les Québécois et les Québécoises ont parfois un petit bourrelant en trop, vous comprenez? Et j'aimerais faire ma part pour la cause et donner à la population mes petites suggestions de recettes. Vous donnez des suggestions de recettes, Monsieur Duceppe? Effectivement. J'étais chez moi l'autre jour. Yolande était partie au cinéma, puis elle m'a laissé tout seul. J'étais assis dans mon salon à rien faire, puis à un moment donné, je me suis mis à avoir faim, comprenez-vous? Je m'en allais me commander une pizza, puis je me suis dit, Gilles, si t'es capable de protéger les intérêts des Québécois et Québécoises du Canada, ben, t'es capable de faire à manger tout seul. Effectivement. Fait que je rentre dans ma cuisine, puis je regarde ce qui s'offre à moi.
Écoute, on a des légumes, mais qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Fait que là, je vois des pâtes. C'était des capelli d'Angelo. C'était des cheveux d'ange. Des cheveux d'ange comme Yolande, tu sais. Yolande, elle achète tout le temps des torsades ou bien des coquilles, mais moi, ça m'écoeure. Puis je suis pas capable de gérer ça. Ou bien, elle m'achète souvent des pennés. Puis moi, je la regarde, puis je dis, je veux pas te faire de la peine, mais tes peines, ils me donnent envie de chier. Je dis souvent. Fait que là, moi, c'est les cheveux d'ange que j'aime. Ouais. Fait que... c'était quoi votre suggestion de recette, monsieur Duceppe? Ben, c'est ça que je suis en train de vous raconter. Fait que là, je me faisais bouillir de l'eau, comprends-tu? Puis je me suis brûlé. Puis là, j'ai mis mes pâtes là-dedans. Je les ai fait cuire une couple de minutes. Puis, ben, moi, j'ai fait la boîte au complet. Puis, j'ai crissé 3 quarts au vidange. Parce que moi, il n'y a pas de gaspillage. Puis, je veux pas qu'il y ait 3 quarts de la boîte qui traîne dans le fond du garde-robe. Puis là, j'ai découvert quelque chose. Je trouvais ça un peu fade. Fait que je regardais ce que j'avais dans le frigidaire. Puis, j'avais du beurre. Fait que j'ai mis du beurre dans mes pâtes. Puis, c'est assez. Ça a relevé tout ça. Fait que c'est des pâtes au beurre. C'est des pâtes au beurre. Connaissez-vous ça? C'est pas piqué des verres? Merci, monsieur Duceppe. Je pense que c'était un de tes mets célèbres, ça, tes pâtes au beurre. Les pâtes au beurre? Tu faisais souvent ça, Julien. Julien, ça? Ben oui. Oui, excusez, monsieur Duceppe. Non, pas de problème. Comprenez-vous, Québécois-Québécoises? C'est Jules Duceppe qui nous donnait des recettes. Ouais, les pâtes au beurre, c'était ouais, je mangeais ça jusqu'à mes 21 ans, je dirais. Moi, j'en mange encore des fois. C'est quand même bon, des pâtes. J'en mange encore des fois. Là, j'en mange plus vraiment. Là, les pâtes au beurre avec du poivre. Ah ouais? C'est bon. Ouais, mais là, ça devient compliqué, ça, un peu, là. Mais là, en quoi ça va faire... ça va aider contre les bourrelets des Québécois et Québécoises, des pâtes au beurre? Ouais, il me semble qu'il y a des pâtes au beurre. Écoutez, c'est que je regardais les Québécois et Québécoises hier, puis il y avait besoin de perdre un peu de poids, vous comprenez? Fait que je me suis dit, je vais peut-être leur donner des petites idées de recettes. Comprenez-vous? Ouais. Connaissez-vous ça, des pâtes au beurre? Connaissez-vous ça? Moi, je connaissais pas ça. Ah, on connaît ça. On connaît ça. Ah bon, ben ok, merci Gilles Duceppe. Faudrait que Duceppe devienne un chroniqueur récurrent. Ah, je sais pas, ça fait 2 fois qu'il vient, puis à chaque fois, moi, je suis découragé. Là. Tu regrettes de l'avoir invité. À chaque fois. Ben là, c'est parce que j'étais pas sûr on allait être combien aujourd'hui, puis là, je me suis dit, bon, faut que je vais amener une chronique de plus. Fait que là... Fait que c'est ça, là. On est encore en onde. Ouais, on est encore en onde, il reste 56 secondes. Ben écoute, merci tout le monde. Judith, tes vacances, c'était comment en 20 secondes? Ah, c'était super trippant. 13 secondes. Au cube. 13-12 secondes. Ouais. Ah, puis Francis, va falloir que tu attendes encore un peu parce que je serai pas là la semaine prochaine. Ça va être où? Je vais être probablement à Québec pour la fête des mères. Qu'est-ce que tu vas faire là? Il n'y a pas d'Euro Disney à Québec. La fête des mères. Il n'y a pas d'Euro Disney à Québec. Qu'est-ce que tu vas faire là, Nick? Ça s'en vient. On travaille là-dessus. Ouais, un Québec Disney. Ben, merci beaucoup, Nicolas. La mère Labaume. Pour la chronique sur les gens pauvres, là, c'était drôle, ça. Merci, Judith. Mais on a appris beaucoup. Merci, M. Duceppe. On n'a pas de problème, comprenez-vous. Puis merci à Maxime, toujours aussi éloquent. Et on se dit à la semaine prochaine et faites attention à vous. C'est ça. I only met you today, but I wanna sleep next to you. This is